Professeur Odomangoun, bonjour et merci d'être l'invité d'Africa Globe TV. Vous êtes enseignante-chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément au département des langues romanes. Vous participez au colloque international pluridisciplinaire qu'organise depuis quelques jours votre faculté sur le devenir de l'Afrique. En intervenant tout à l'heure dans l'atelier intitulé Enseignement, culture et éducation, vous avez pointé du doigt, pour le regretter, un phénomène que vous avez nommé la sacralisation des aînés. De quoi s'agit-il? Alors, j'attirais l'attention sur ce que j'appelle la sacralisation des intouchables au sein du système éducatif en Afrique de façon générale et de façon précise au sein des universités. Je constate, à partir de mon expérience d'enseignante, qu'il y a comme une sorte de caporalisation des savoirs, en fait. Cela veut dire que certains aînés qui, finalement, font un peu dans le culte de la personnalité, oublient quand même que l'université est un espace de contradiction et qu'il est tout à fait normal qu'un jeune puisse peut-être remettre en cause, pas votre personne, mais vos propos, parce qu'on est dans un espace de circulation des savoirs et de contradiction permanente. Et que le savoir n'est pas figé. Et que le savoir n'est ni figé, ni caporalisable, ni éternel, parce que les perspectives changent d'une époque à une autre, parce que les axes aussi changent. Donc, je pense aussi que l'un des plus grands mots de l'université africaine, parce que je parle à partir de l'université Cheikh Anta Diop, donc l'université non seulement africaine, mais aussi qui est un exemple paradigmatique de ce que nous voulons comme excellence africaine. On retiendra quand même que la devise de l'université, c'est que la lumière est ma loi. Et la lumière éblouit tout le monde. Et donc, il est important que nous nous écoutions. Et c'est pourquoi je voulais attirer justement l'attention sur la question de la sacralisation des savoirs à travers les gens qui font une sorte de culte de personnalité et qui vont être considérés un peu comme dans une catégorie d'intouchables, dont on ne peut jamais contredire les propos, que l'on ne peut jamais remettre en cause, et qui arrivent même de façon triviale à vous bloquer dans votre ascension professionnelle au sein de l'espace universitaire. C'est très important que l'on se souvienne qu'on est au sein d'un espace qui promeut le débat d'idées. Et le débat d'idées commence par la contradiction, mais aussi surtout par l'humilité. Il y a un proverbe africain qui dit que nul ne peut faire le tour de la circonférence d'un baobab avec ses deux bras. Cela veut dire que le savoir est un exercice perpétuel. On ne sait jamais assez. Et puisqu'on sait qu'on ne sait jamais assez, on doit donc s'armer d'humilité, en sachant qu'on peut être contredit et que ce n'est pas une attaque personnelle. Tout doit toujours rester dans l'humilité et dans la grandeur qui voudrait que lorsqu'on est un ancien, par exemple, que l'on s'arme vraiment de cette patience-là et que l'on soit plutôt fédérateur et non un élément de violence ou un élément de séparation et tout ce qui va dans ce sens-là. Professeur Ngoun, c'est un phénomène qui est observé dans d'autres universités africaines? Alors, malheureusement, des expériences de la part de jeunes qui arrivent à peine le démontrent. Je dois aussi rappeler peut-être qu'il y a un faux débat intergénérationnel parce que les anciens, peut-être, à une époque où ils ont intégré les universités, peut-être qu'ils étaient les premiers à commencer à enseigner dans ces espaces-là. Et puis, il y a comme une sorte de nostalgie et de perte de ce piédestal, en fait, qui fait que on veut quand même se maintenir là pour ne pas briser le mythe. Parce qu'il faut bien le dire, la figure de l'enseignant est quand même sacralisée dans les espaces de façon générale. C'est une figure d'autorité parce qu'il transmet des savoirs qui sont reconnus dans les espaces comme les universités. L'université étant un espace de savoir reconnu, qui va donc valider les savoirs, qui va donc parfois inconsciemment faire de ces transmetteurs de savoir que nous sommes des personnes dépositaires d'un savoir qui compte. Et donc, parfois, on en arrive à des débats personnels alors que il n'est pas question que l'on entre dans les débats de personnes, mais plutôt dans les débats d'idées. Le modérateur, le professeur Ousmane Diakhaté, en retraite d'ailleurs, a répondu à la question en récusant sans embâche le fait que des aînés puissent se prendre pour des champions absolus du savoir. Mais en même temps, il a aussitôt mis en garde
contre la tentation de certains jeunes chercheurs trop pressés selon lui, alors que le savoir a besoin de temps, de patience et de délai. In fine, il a renvoyé dos à dos les uns et les autres. Est-ce que cette posture médiane a-t-elle du sens pour vous? Alors, cette question est complexe et la réponse ne peut être que très mitigée. Il faut se souvenir que le continent africain, à l'exception d'être un continent composé de jeunes, en principe, la norme voudrait que nous soyons, enfin les jeunes qui représentent l'échantillon, soient quand même des personnes majoritairement écoutées. Mais il y a malheureusement aussi, je le constate, une sorte d'infantilisation de la pensée des jeunes. Les jeunes ont des choses à dire. Dans d'autres continents, on veut qu'il y ait plus de jeunes parce qu'on sait que c'est la vie, la créativité, la force, l'inventivité, la puissance, la motivation. Pourquoi faire en sorte que l'on donne toujours l'impression, en fait, que les jeunes devraient attendre? Je pense qu'on a trop attendu. Et c'est peut-être pour cela que nous sommes dans cette situation-là. Faisons en sorte qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est la majorité, qui est la norme établie sur le plan démographique, soit davantage écoutée. Je prends un exemple banal. Enfin, la plupart des présidents africains, ce sont des personnes qui sont en décalage total avec leur population. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même aussi un élément en termes de décalage d'âge, en fait. Comment est-ce possible que des personnes qui sont en moyenne âgées de 18 ans puissent être dirigées par des personnes qui sont déjà qui ont traversé des époques et qui ont vécu tellement de réalités, ils sont en déphasage total. Et c'est ce qui se constate aussi souvent lorsqu'il y a des tensions post-électorales, parce qu'ils ne se comprennent pas, en fait. Et il est important que l'on tienne compte de ces réalités-là. La norme démographique en Afrique, c'est la jeunesse. Et c'est elle qui doit être écoutée en premier lieu. Et les personnes âgées devraient peut-être jouer le rôle des sages, en prodiguant des conseils, en motivant les jeunes à pouvoir prendre à cœur l'activité politique, et pas en les isolant, ni en voulant toujours qu'ils soient des porte-étendards de discours caducs. Et puis, il y a aussi la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous voyons ailleurs ce qui se passe. Et nous nous rendons compte sur le continent qu'il n'y a rien de plus que les autres ont que nous n'ayons pas parce qu'il y a du potentiel. Le continent africain est trop riche en termes de ressources humaines, en termes de ressources culturelles, en termes de ressources linguistiques, en termes de ressources démographiques, en termes de ressources créatives pour qu'on nous attendions encore et toujours. On a assez attendu. Et le colloque, justement, dit l'Afrique en devenir. On doit placer la jeunesse au centre de ces intérêts-là. Pierre Corneille le dit bien avec éloquence dans le Cid. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Un autre phénomène qui n'est peut-être pas dissociable de celui que vous avez exposé, c'est que dans certaines disciplines universitaires, les aînés semblent manifestement éprouver une grande satisfaction à être seuls maîtres absolus au sommet de la pyramide, écrasant littéralement de fait de jeunes doctorants qui peinent à soutenir leur thèse, obligés de faire des salam-alek, des courbettes à ces enseignants jusqu'à ce qu'ils leur plaise de libérer les victimes de ce chemin de croix. Est-ce que cela existe également à l'université Cheikh Anta Diop où vous intervenez depuis quelques années? Alors, ce qui va être très dommage, c'est peut-être parce que on est arrivé à un stade où il faudrait peut-être revenir sur l'objectif même de ce que c'est qu'un enseignant. C'est un transmetteur de savoir, mais c'est aussi quelqu'un qui est finalement le plus grand influenceur de tous les temps. On oublie souvent ça. Aujourd'hui, il y a un grand terme à la mode où des gens qui émergent des réseaux sociaux vous disent qu'ils sont influenceurs. Mais le plus grand influenceur de la société, c'est l'enseignant. Combien de personnes, quoi qu'ils soient devenus, ne se souviennent pas de tel enseignant qui a complètement bousillé son avenir, de tel enseignant qui a été vraiment quelqu'un qui l'a inspiré, de tel autre enseignant qui a été une personne référente dans son parcours. Donc, il est très important de se souvenir que nous sommes des transmetteurs de savoir et finalement aussi des coachs en développement personnel. Parce que nous aidons beaucoup d'élèves, d'étudiants dans le cadre de l'université à avoir confiance en nous. Et donc, les savoirs, nous devons les interroger, surtout en Afrique. Parce que le système éducatif en l'état, à l'époque coloniale, est un des éléments en faveur de l'aliénation culturelle. Donc, aujourd'hui, déjà, nous devons renouveler les contenus. Qu'est-ce que nous allons dire à la jeunesse africaine? Parce qu'un enseignant en Afrique a un enjeu majeur. C'est un enseignant, une personne
dont le premier interlocuteur est la jeunesse africaine. Donc, comme nous sommes enseignants au sein des espaces éducatifs en Afrique, nous nous adressons d'abord à la jeunesse africaine. Nous devons aussi d'avoir cet élément éthique pour transmettre des savoirs à partir de nos repères. Faire en sorte, par exemple, lorsqu'on enseigne les théoriciens de la philosophie, il est aberrant, dans un pays qui regorge de philosophie, comme l'Afrique, d'avoir à réciter, à mémoriser des savoirs d'autres penseurs philosophiques. Parce que quand même, en Afrique, il y a tellement d'écoles de pensée philosophique qui mériteraient d'être diffusées dans les espaces de savoir. Et en la matière, il y a des exemples à foison. En maths, par exemple, pourquoi ne pas penser à toutes ces personnes qui ont pensé les mathématiques sous un angle africain pour pouvoir reconnaître ces savoirs-là? En littérature, il y a tellement de textes qui pourraient nous parler directement. Pourquoi ne pas prendre compte de ces réalités-là pour que l'on sache que le système éducatif étant un mécanisme de validation des savoirs reconnus, il faut donc que nous-mêmes nous soyons reconnus dans ces savoirs-là en mettant à chaque fois dans le corpus et dans les cours que nous donnons des éléments qui fassent en sorte que nous retrouvions la dignité africaine. Nous devons créer une école qui fasse en sorte que nous soyons dignes de ce que nous sommes, parce que nous savons que la plupart du temps, la jeunesse africaine, de 0 à 25 ans, nous passons ce temps-là sur les bancs de l'école. Et donc, lorsqu'on est déjà pratiquement un adulte, parfois, on ne sait même pas qui nous sommes. Nous savons beaucoup plus de ce qui se passe ailleurs, de la géographie de la Chine, des épopées de je ne sais quelle époque, mais qui ne renvoient pas à ce que nous sommes. Il faudrait que nous replacions nous-mêmes au centre de nos priorités à travers le système éducatif, qui est justement un mécanisme de reconnaissance institutionnelle et de validation de savoir reconnu. Je dis encore reconnu, pourquoi? Parce que les gens, ils veulent des diplômes. Et souvent, on oublie qu'un diplômé n'est pas forcément un intellectuel. Un intellectuel est celui qui va toujours interroger, poser et trouver des questions par rapport à son environnement immédiat. Un diplômé, c'est quelqu'un qui a une présomption de savoir dans un domaine spécifique et qui va être validé par un document qui est un parchemin. Il faudrait que l'on essaye de fédérer ces deux éléments-là. Être un diplômé, certes, parce qu'il a un élément qui prétendument lui donne des savoirs dans un domaine, mais aussi être un sujet qui questionne et qui s'interroge. Et c'est ce que nous voulons, créer des citoyens éveillés à travers cette intelligence qui se renouvelle via les mécanismes éducatifs dont l'université et les écoles en profitent. Professeur Odo Mangon, votre dernier mot. Mon dernier mot, l'Afrique en devenir, c'est maintenant. Parce qu'en 2050, la population mondiale va avoisiner 10 milliards d'habitants. Et il est dit qu'un habitant sur deux sera africain ou d'origine africaine. Qu'allons-nous faire à ce moment-là, lorsque nous serons démographiquement suffisamment nombreux pour ne plus pouvoir attendre? Il faudrait que l'on anticipe ces révolutions en marche de façon irréversible. 2050, c'est maintenant. Armons-nous d'outils, travaillons d'arrache-pied, comptons sur cette population jeune, parce qu'ailleurs, on nous envie pour ça. Merci encore. Très bien, professeur. Alors, je rappelle que vous êtes enseignante-chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et plus spécifiquement au département des langues romanes, où vous enseignez l'espagnol. Merci beaucoup.